L'accès à l'emprunt ont bougé aussi. Pour certaines pathologies, le droit à l'oubli peut donc s'appliquer plus rapidement. Alors, est-ce que Oui. tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Alors, déjà, le droit à l'oubli, effectivement, a été réduit pour tout le monde. Avant, on avait un droit à l'oubli pour les personnes qui étaient diagnostiquées à partir de l'âge de 21 ans. On avait un droit à l'oubli 10 ans après la fin des traitements curatifs et sans rechute. Donc, au bout de 10 ans, on accédait au droit à l'oubli. Par contre, pour les jeunes qui ont été diagnostiqués avant l'âge de 21 ans, on avait un droit à l'oubli toujours sous les mêmes conditions, hein, à compter du jour où on a terminé tous les traitements curatifs et sans rechute au bout de 5 ans. Donc, depuis le 1er juin, en fait, le droit à l'oubli, c'est pour tout le monde 5 ans après la fin des traitements curatifs et sous réserve de ne pas avoir eu effectivement de rechute dans les 5 ans. Donc, il a vraiment été divisé par 2 pour les plus de 21 ans. Oui, Françoise? Oui, quand tu dis pour tout le monde, ça veut dire parce qu'avant c'était pour certaines pathologies, maintenant c'est toute pathologie. Non, non, le droit, là, on est là, c'est un webinaire en cancérologie. Donc, c'est pour les personnes. Alors, il y a quelques maladies, effectivement, qui bénéficient du droit à l'oubli, comme l'hépatite C, par exemple, avec certains traitements. Mais le droit à l'oubli, c'est essentiellement dans le cancer, en fait. Oui. C'est dans le cancer, c'est les personnes qui ont eu un cancer, qui ont terminé les traitements curatifs, hein, j'insiste, c'est vraiment les traitements curatifs à compter alors traditionnellement, par exemple, si on prend le cancer du sein, on va avoir éventuellement une chimiothérapie, une chirurgie, de nouveau une chimiothérapie, une radiothérapie. On a terminé son dernier jour de radiothérapie, et ben le jour suivant, c'est le démarrage de ce délai de 5 ans. Et quand je dis pour tout le monde, en cancérologie, c'est maintenant, quel que soit l'âge, qu'on ait eu son cancer à 7 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, ou à 60 ans, ce sera toujours un délai de 5 ans pour accéder au droit à l'oubli. Donc, j'insiste, c'est la fin des traitements curatifs parce qu'encore aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que quand elles sont en hormonothérapie, que que ça recule le moment où elles vont pouvoir accéder au démarrage de cette période de 5 ans. Non, les hormonothérapies ne sont pas prises en compte. C'est tout ce qui est considéré comme un traitement curatif. Si on est sur un traitement adjuvant ou un traitement préventif, on n'aura pas les traitements curatifs. À partir du moment où ils sont considérés comme terminés, on démarre ce délai de 5 ans. Donc aujourd'hui, effectivement, quand vous êtes en hormonothérapie ou quand vous êtes sur les traitements là, les H2R, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider. Il y a un traitement, les immunothérapies, voilà. Quand on est en immunothérapie, ça ne compte pas dans le délai non plus, sauf à ce que certaines immunothérapies ou que certaines hormonothérapies deviennent des traitements qui sont réputés comme étant curatifs. Donc voilà, c'est vraiment le traitement curatif qui est important. Donc ça c'est déjà une première chose, hein, c'est la réduction du droit à l'oubli, effectivement, de 10 ans à 5 ans pour toutes les personnes concernées par un cancer, quel que soit leur âge. Et ensuite, la grande avancée, et là c'est une avancée historique, c'est la possibilité désormais d'accéder à une assurance de prêt Oui. pour un montant inférieur à 200 000 euros par tête, à condition de pouvoir le rembourser avant l'âge de 60 ans, et ce, sans questionnaire de santé. Donc, c'est la première fois, et c'est historique, qu'on a une possibilité de s'assurer sans questionnaire de santé. Donc, avec la condition, c'est pour le domicile principal, c'est un prêt pour le domicile principal. On rembourse le prêt avant l'âge de 60 ans et on emprunte moins de 200 000 euros par tête. Oui, ça c'est quand même quelque chose qui avait été beaucoup demandé par les associations et puis les malades. Donc, enfin, il y a eu une prise en compte de cette réalité où c'était extrêmement pénalisant pour des personnes jeunes qui n'avaient même plus le droit d'avoir, enfin, pouvaient toujours essayer d'emprunter, mais en tous les cas, c'était avec des assurances qui étaient exorbitantes. Oui. Parce que le problème, c'est ça, c'est les assurances qui sont
qui sont très fortes et qui empêchent en fait l'accès à l'emprunt. Alors aujourd'hui, c'est pas tellement ça, hein, le problème. Aujourd'hui, donc on a le droit à l'oubli qui est réduit à 5 ans, donc ça permet quand même très rapidement aux personnes de repartir sur des projets. On a cette possibilité et on continue à faire du lobbying, hein, pour que effectivement l'âge de 60 ans soit repoussé à 71 ans comme dans la convention ERAS, et qu'on augmente également le montant qu'on puisse emprunter. Mais entre donc cet accès à l'assurance de prêt sans questionnaire de santé, le droit à l'oubli qui est réduit à 5 ans, la grille à ERAS qui référence un certain nombre de pathologies pour lesquelles il y a eu des accords avec les assureurs de manière qui encadrent en fait l'accès au prêt, à l'assurance de prêt plus exactement, c'est-à-dire que pour certaines pathologies, vous avez besoin d'emprunter plus de 200 000 euros, vous voulez pas attendre 5 ans, eh bien, effectivement, si votre pathologie est référencée dans la grille AERAS, qui est mise à jour régulièrement, eh bien, si la pathologie, elle est référencée dedans, il y aura aussi indiqué quelle sera, s'il y a une surprime possible ou pas, s'il y a une exclusion possible ou pas. Et dans le cas où il y a une surprime, on détermine le niveau de la surprime. Donc, on a un encadrement de l'accès pour certaines pathologies aux assurances de prêt avant même le délai de 5 ans, ou pour les personnes qui doivent emprunter plus de 200 000 euros ou qui, pour des raisons d'âge, n'ont pas accès à l'assurance sans questionnaire de santé. Aujourd'hui, Dominique, tu peux peut-être rappeler un peu vite fait la grille AERAS, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas quel est ce système. La grille AERAS, vous tapez sur Internet grille AERAS en mettant, là pour cette année, la nouvelle n'est pas encore sortie, mais vous tapez grille AERAS 2022 et vous allez tomber sur un document dans lequel on identifie en fait un certain nombre de pathologies qui peuvent accéder à l'assurance de prêt de façon encadrée avant le délai de 5 ans pour accéder au droit à l'oubli. Donc, dedans, on va trouver, par exemple, le cancer du sein in situ, on va trouver certains cancers de la prostate. Bon, là, je n'ai pas la liste en tête, mais c'est un document qui est facilement accessible sur Internet et qui est important pour les personnes qui ne veulent pas attendre les 5 ans ou pour les personnes qui veulent emprunter plus de 200 000 euros ou qui l'âge ne leur permet pas d'accéder à l'assurance de prêt sans questionnaire de santé. Donc, on a quand même trois possibilités aujourd'hui d'accéder assez rapidement quand même aux assurances de prêt. Aujourd'hui, je vous dirais, c'est pas tant les assurances de prêt qui bloquent que les banques qui ne veulent pas prêter d'argent. Oui. Puisque les banques ont durci leurs conditions. Et avant, si vous voulez, c'est pareil. Nous, on a des personnes, elles nous appellent, elles sont en arrêt de travail. Aucune banque ne vous prête de l'argent quand vous êtes en arrêt de travail, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'assurance de prêt. Aujourd'hui, pour l'assurance de prêt, il y a vraiment une grosse amélioration. Je vois qu'il y a des questions quand même, je ne sais pas. Oui, et il y a des questions. Lise, il y avait une question tout à l'heure justement sur l'arrêt maladie, mais tu viens d'y répondre, Dominique, par rapport au fait est-ce qu'on pouvait emprunter ou pas quand on était en arrêt. Et là, sinon, il y a une question sur les mutuelles. Est-ce que tu sais si les mutuelles pratiquent des surprimes pour les anciens malades, mais toujours en traitement, notamment pour le cas de maladies chroniques? D'accord, donc les mutuelles, alors moi, là, j'ai besoin que la personne qui a posé la question, si elle peut éclaircir, est-ce qu'il s'agit de la mutuelle santé ou est-ce qu'il s'agit d'accéder à une prévoyance? Voilà, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, si Dominique Chauvet, vous voulez bien prendre la parole ou préciser. Sujet, il s'agit de la mutuelle santé. Alors, les mutuelles santé, il n'y a plus de questionnaire de santé depuis déjà, ça doit faire maintenant au moins 25 ans. Donc quand on veut contracter une complémentaire santé ou une mutuelle santé, il n'y a pas de restriction par rapport à l'état de santé. Par contre, les prévoyances, qui elles vont venir compléter votre salaire ou votre traitement si vous êtes dans la fonction publique, hein, puisque les prévoyances, il y a les prévoyances collectives, c'est-à-dire elles ont été prises par l'entreprise à votre bénéfice pour que, effectivement, le jour où vous êtes en arrêt de travail et au moment où il n'y a plus de maintien de salaire, il y a un relais avec une prévoyance qui va venir, en fonction de la hauteur des garanties, apporter un complément de salaire ou lorsque la personne est en invalidité, apporter un complément à la pension d'invalidité.
Et dans la fonction publique, ça se met en place de manière obligatoire progressivement. Normalement, je crois que toutes les fonctions publiques d'État, hospitalières et territoriales devront mettre en place une proposition obligatoire de prévoyance d'ici à 2026, parce qu'avant, dans les fonctions publiques, en fait, certaines structures proposaient des prévoyances, d'autres non, et très souvent, c'était facultatif, et donc souvent, les gens ne les prenaient pas. Donc là, ça va devenir obligatoire, mais ça se met en place progressivement. Donc, sur la question des prévoyances, là, oui, on a un vrai souci, parce que le droit à l'oubli ne s'applique pas aux prévoyances. Le droit à l'oubli, c'est quelque chose de spécifique à l'assurance de prêt, alors que mais ne concerne pas toutes les autres assurances. C'est vraiment droit à l'oubli, c'est pour les assurances de prêt. Oui. Donc, vous voulez prendre une assurance pour un voyage, votre état de santé antérieur entrera en ligne de compte pour une intervention ou pas, selon que la maladie était antérieurement connue ou pas. Vous souhaitez, je sais pas, vous avez le cancer fait que vous avez réfléchi et que vous avez réévalué vos priorités en termes de vie professionnelle et à la suite de ça, vous souhaitez quitter votre entreprise et créer votre propre entreprise, qu'elle soit en micro-entreprise, en SASU ou peu importe. Et à ce moment-là, vous vous dites, moi, je veux quand même, j'ai eu un problème de santé, donc je sais l'importance d'une prévoyance, donc je veux me trouver une prévoyance. Et là, bon courage, parce que les prévoyances, si c'est des prévoyances pour des toutes petites entreprises, jusqu'à 5 personnes, ils ont le droit de demander un questionnaire de santé. Et lorsque vous voulez prendre une prévoyance à titre individuel, il y a un questionnaire de santé. Et bien évidemment, à partir du moment où dans le questionnaire de santé, vous allez mettre que vous avez eu un cancer, on va vous éliminer, on va vous exclure toutes les pathologies qui peuvent être en lien avec un cancer. Donc, malheureusement, pour les prévoyances, on a encore pas mal de pain sur la planche. Il y avait aussi une question, je ne sais pas si on y a répondu, c'était comment savoir si notre traitement est curatif officiellement? Alors, en fait, il suffit de le demander à son médecin. La majorité du temps, le médecin vous dit si c'est un traitement curatif ou si c'est de la prévention. Classiquement, mais nous, on a toujours des personnes qui nous appellent, ça fait 3-4 ans qu'elles sont, par exemple, en hormonothérapie dans le cadre de… alors, on a des personnes qui sont en hormonothérapie dans le cadre du cancer de la prostate, on a des personnes qui sont en hormonothérapie dans le cadre du cancer du sein, du cancer gynécologique aussi, qui nous appellent, qui, en fait, pourraient tout à fait accéder au droit à l'oubli aujourd'hui et qui, en fait, sont convaincus qu'elles doivent attendre qu'en fait, ça va démarrer qu'à la fin de leur traitement d'hormonothérapie. Donc, l'hormonothérapie, vraiment, si c'est de l'hormonothérapie, sachez qu'on n'en prend pas compte. Si le médecin vous parle de traitement curatif, là, on ne démarre pas cette période qui permet d'accéder au droit à l'oubli de 5 ans. Mais si vous êtes sur des traitements autres de prévention, il n'y a pas de souci, ça ne comptera pas. Bien. Et dans les assurances aussi, il y a un changement. On peut changer maintenant d'assurance. On n'est pas obligé d'attendre même 1 an ou deuxième année ou à partir de la deuxième année. Est-ce que quand on est justement en maladie, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a quelque chose où ça n'aura justement, on n'a aucune difficulté à pouvoir changer Alors, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Si nous, on a de temps en temps, on a des personnes qui se disent, ils ont entendu parler, effectivement, aujourd'hui, vous pouvez changer d'assureur à tout moment. Donc, avant, alors ça a été très progressif. Avant, quand vous preniez un prêt immobilier et une assurance de prêt, vous aviez cette assurance de prêt jusqu'à la fin. Vous n'aviez pas la possibilité de changer. Donc, ça a été assoupli parce que au départ, c'était les banques qui imposaient leurs assureurs et les personnes n'avaient pas le choix de l'assureur et ça posait vraiment de gros soucis d'accès au prêt. Donc, à partir de là, il y a eu une première chose qui a été faite, c'était de dire, OK, d'abord, on a dit, vous n'êtes plus obligé de prendre l'assurance de votre banque, mais vous pouvez prendre toute assurance de même niveau. Il faut par contre que le niveau de garantie soit le même que celui demandé par la banque.
Mais à partir de là, il y a déjà cette possibilité-là qui reste aujourd'hui. Effectivement, vous pouvez prendre l'assurance de votre banque, mais vous pouvez la mettre en compétition et prendre tout autre assureur que vous souhaitez. Après, parfois, les gens sont pris par le temps parce qu'ils ont eu un coup de foudre entre une chose et l'autre. Les réponses des assureurs qui, maintenant, sont quand même contraints un peu à donner des réponses un peu plus rapidement qu'il y a 10 ans en arrière aussi. Mais malgré tout, parfois, voilà, on est un peu pris par le temps, on est un peu stressé, voilà, on veut que ça se fasse et que ça se fasse vite. Donc, parfois, des personnes prennent des assurances qui ne leur sont pas très favorables. Donc, le deuxième progrès qui avait été réalisé, c'était de dire, dans les 12 mois de la souscription de l'assurance, on peut changer. Et après, le troisième progrès qui avait été fait, c'était de dire à chaque date anniversaire du contrat, on peut changer d'assureur. Or, on s'est rendu compte que dans la pratique, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour changer d'assureur, il faut faire la dédite, il faut y penser 2 mois à l'avance, etc. Donc, les gens n'y pensent pas, surtout quand c'est normal, oui, oui. C'est comme quand vous voulez changer d'assurance pour votre habitation, d'assurance pour votre voiture, on est soumis aux mêmes règles. Donc là, aujourd'hui, en fait, les personnes peuvent changer d'assureur à tout moment. Donc après, par contre, ça n'est pas du tout pertinent de changer d'assureur si vous êtes malade ou en arrêt de travail. Non, là, surtout, il faut rester chez l'assureur qui vous couvre. Ce n'est pas pertinent non plus de changer d'assureur si vous êtes à très peu de temps de la pathologie, ou alors vous pouvez vous renseigner, voir si vous avez une meilleure offre, mais quand tout dépend à quel moment vous avez aussi souscrit cette assurance, si vous l'avez souscrite avant d'être malade ou si vous l'avez souscrite après. Donc voilà, donc c'est quand même à mesurer. À mesurer. Nous, on est régulièrement amenés à dire non, là, surtout, vous ne changez pas maintenant parce que vous aviez pris l'assurance juste avant de tomber malade. On n'est pas à 5 ans pour bénéficier du droit à l'oubli. Attendez les 5 ans. Et une fois que vous êtes à 5 ans du droit à l'oubli, là, par contre, pas de cadeau, il faut faire des devis par d'autres assureurs parce que vous n'allez plus avoir à déclarer le cancer. Et là, vous pouvez avoir des tarifs qui sont vraiment très, très intéressants par rapport à votre première assurance, éventuellement. Très bien. On a des questions encore, je crois. On a des questions par rapport on revient sur la prévoyance dont tu parlais tout à l'heure. Si jamais la personne quitte son emploi où il bénéficiait à l'époque d'une prévoyance en complément de sa rente d'invalidité, est-ce que le bénéfice de la prévoyance perdure, donc une fois que l'emploi est quitté? Alors, tout dépend. Il faut regarder dans ce cas-là, si effectivement on a bénéficié, donc c'est pas très joli, mais les assureurs parlent de risque et ils parlent de sinistre. Donc, si effectivement on a déclenché sa prévoyance alors qu'on était encore dans les effectifs de l'entreprise, normalement la prévoyance, dans la majorité des contrats, il y a toujours des exceptions, mais dans la majorité des contrats, cette prévoyance va vous suivre jusqu'à l'âge de la retraite. Mais il y a un bémol, c'est qu'il y a des contrats de prévoyance qui prévoient que si vous reprenez, donc, alors tout dépend aussi si vous êtes en catégorie 1, en pension d'invalidité catégorie 1 ou en pension d'invalidité catégorie 2. Dans la pension d'invalidité catégorie 1, ça veut dire que la sécurité sociale, elle considère que vous avez certes perdu une capacité de travail et de gain des 2/3, mais que vous avez néanmoins conservé une possibilité de travailler. Dans la catégorie 2, aujourd'hui, on a des textes qui ne sont pas du tout en corrélation avec la réalité, dans la mesure où le texte de la sécurité sociale précise que vous avez perdu une capacité de gain et de travail des 2/3 là aussi, mais que vous êtes totalement incapable de travailler. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? C'est que les contrats des prévoyances, soit ils se dégagent complètement de la sécurité sociale, et dans ce cas-là, ils peuvent d'ailleurs prévoir que si vous reprenez le travail, que ce soit en catégorie 1 ou 2, eh bien, ils continueront à vous suivre et ils payeront au prorata, ils compléteront ce que vous gagnez au prorata de leur garantie. Mais vous avez aussi des contrats qui disent, nous, on intervient en catégorie 1 et là, on vous suit. Effectivement, vous pouvez changer 10 fois d'employeur, il n'y a pas de souci. Mais en catégorie 2, comme la sécurité sociale dit que vous êtes totalement incapable de travailler, nous, on n'intervient que si effectivement, vous êtes totalement incapable de travailler. Et donc, a fortiori, si vous reprenez le travail chez un autre employeur, c'est que vous n'êtes pas totalement incapable de travailler. Donc, nous, on arrête
on arrête notre intervention. Et de la même manière, il y a des personnes qui ont perdu des prévoyances parce qu'elles se sont inscrites au chômage et que du coup, eux, ils ont estimé, ça veut dire que la personne a récupéré une capacité de travail. Donc, on ne rentre plus dans les cadres des garanties et ils arrêtent leur intervention. Quand les personnes restent dans les effectifs de l'entreprise, là, on a simplement les prévoyances s'adaptent, elles se mettent en suspens, elles se remettent, mais là, la personne ne perd pas sa prévoyance. Mais il faut, voilà, sur le maintien de la prévoyance jusqu'à la retraite, oui, mais il faut faire très attention de ce qui est prévu dans le contrat. Il ne faut pas hésiter là aussi à prendre contact avec une association, un service juridique, un avocat, etc., pour avoir un avis sur le contrat et évaluer le risque par rapport à une reprise emploi. D'ailleurs, on voit bien, la reprise emploi, même en catégorie 2, dans la réalité, c'est ce que je vous dis, aujourd'hui, on a une loi qui n'est pas du tout en rapport avec ce qui se passe dans la pratique, puisque la sécurité sociale, vous êtes en pension d'invalidité catégorie 2, elle tolère complètement que vous puissiez travailler, vous pouvez cumuler les revenus du travail avec la pension d'invalidité catégorie 2, vous pouvez, depuis 2011, vous pouvez créer une auto-entreprise, enfin une micro-entreprise maintenant, alors que vous êtes en catégorie 2. Avant 2011, c'était interdit, mais depuis 2011, c'est possible. Vous pouvez éventuellement cumuler la pension d'invalidité catégorie 2 avec l'allocation de retour à l'emploi. Donc, on voit bien que dans les faits, on peut bien cumuler avec de l'activité professionnelle, sauf que dans le texte, on est toujours sur un texte qui dit qu'on est totalement incapable de travailler. Et c'est ça qui explique les difficultés avec les contrats de prévoyance.